Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par Raging Red Blue. J'étais barman dans un restaurant chic d'une ville morose. Le restaurant était dirigé par un gérant crâneur et impoli. La pointeuse se trouvait juste derrière la porte utilisée par les employés, et le vestiaire se trouvait dans une petite pièce de l'autre côté du restaurant par rapport à l'entrée des employés. Il fallait peut-être 20 secondes pour y arriver et accrocher son manteau. Tout le monde entrait, pointait, puis rangeait son manteau. Je venais de pointer et je me dirigeais vers le vestiaire, enlevant mon manteau au fur et à mesure. Le gérant grossier m'a attrapé et m'a dit d'un ton très fort et grossier : « Arrête, retourne pointer, range ton manteau, puis pointe. » D'accord, bien sûr. Le problème, c'est que j'avais l'habitude de m'arrêter en arrivant et d'acheter les journaux pour le bar. Pas de problème. Bien sûr, c'était en dehors des heures de travail, mais plus maintenant. À partir de ce moment-là, je me rendais directement au travail en voiture sans m'arrêter pour acheter les journaux. J'entrais, je rangeais mon manteau, je traversais le restaurant et je pointais. Puis je retournais au vestiaire, je remettais mon manteau, je partais et j'achetais les journaux pour le bar. Puis je revenais et je rangeais mon manteau, le tout sur le temps de travail. Pour faire gagner au restaurant 20 secondes par jour sur la pointeuse, le grossier gérant a fini par lui coûter plus d'1 heure par semaine en plus. J'ai reçu plus d'argent, il n'est pas plus poli, le restaurant a fait faillite quelques mois plus tard. À part le fait qu'il soit grossier, c'est un bon manager, tu devrais le remercier. Il a fait en sorte que tu sois payé pour ton travail, et pas que tu travailles gratuitement pour le restaurant. L'histoire suivante est postée par Francis SK95. Mon ami m'a raconté cette histoire et elle était trop belle pour ne pas la partager. La ville dans laquelle nous vivons a beaucoup de bons vieux pubs britanniques, dont un qui est un pub pendant la semaine et qui se transforme, en quelque sorte, en club le week-end. Comme c'est le seul endroit ouvert après minuit et jusqu'à 1h du matin, il a tendance à attirer un grand nombre d'ivrognes. Mon ami travaillait un soir avec 2 autres employés du bar, un autre gars et une fille dont on m'a dit qu'elle était plutôt séduisante. Il était environ 23h55, et un type s'approche du bar. Mon ami ne servait personne à ce moment-là et va prendre sa commande. « Non, merci mon pote, je vais l'attendre. » Mon ami a essayé d'expliquer qu'elle servait des clients à l'autre bout du bar et que c'est lui qui prendrait sa commande. « Non, c'est elle seule qui me sert, personne d'autre. » Ok, pas de problème. Mon ami attend alors que sa collègue finisse de servir son client actuel, le temps qu'elle est finie, il est environ 23h57. Mon ami se tourne alors vers elle et lui dit « Hé, il ne te reste plus que 3 minutes sur ton service, tu ferais mieux de partir maintenant, on s'occupe du reste. » Alors, elle part. Mon ami et l'autre gars qui travaillait ont tous les deux refusé de le servir pour le reste de la nuit, comme il l'avait demandé. Et il peut pas se plaindre, c'est exactement ce qu'il a demandé. L'histoire suivante est postée par Exier610. Mon environnement de travail est moins un environnement qu'un conglomérat de rubans adhésifs, de crachats et de jurons. Je gérais entre autres un ensemble de locations, les comptes clients et l'analyse de la base de données des clients. En gros, le facteur bus de notre entreprise était beaucoup trop bas. Et j'ai appris quelque chose parce qu'en cherchant ce que c'était, le facteur bus, c'est en gros le nombre de gens qui peuvent passer sous un bus avant que le projet soit en danger. Donc le nombre de gens qui peuvent disparaître, quoi. Un autre élément important dont je m'occupais était divers documents juridiques pour lesquels l'État exige que des processus méticuleux soient suivis et permettent une trace papier, numérique ou physique. J'ai opté pour le numérique. Mon patron m'a gentiment fourni un ordinateur pourri qu'il avait trouvé dans un entrepôt de bonnes affaires pour environ 40$. J'avais le poste de travail le plus sophistiqué de l'entreprise pour le contexte. Ce n'était pas tout à fait suffisant pour que les logiciels de gestion de bases de données et d'analyse démarrent, et traitent plus ou moins un ensemble de données. Alors j'ai fait appel à notre informaticien. Il travaillait pour l'entreprise de la belle-sœur de l'ami du patron, à 300 km de là. Je lui ai dit « Hey Tim, j'ai besoin d'ajouter mon ordinateur portable personnel au réseau de l'entreprise, tu peux faire ça ?» « Bien sûr, je serai à cet endroit dans une semaine ou 2, ça peut attendre. » « Ça me paraît parfait, Tim. » Tim se présente donc. Nous obtenons du patron qu'il approuve tout cela, et j'ai un accès à distance au serveur et à quelques logiciels de sécurité ennuyeux imposés par l'entreprise sur mon ordinateur portable. Ce qui n'est pas grave, il gêne pas. Nous n'avions pas non plus de politique en matière de logiciels. Je crois que certains ordinateurs avaient Office 2007 d'installer, mais c'est lourd et ça rend le transfert de données compliqué. C'est le début des années 2000, il n'y a pas besoin de ça. Je fais tout mon travail sur un compte Google Drive lié à mon mail professionnel. C'est génial parce que je peux rapidement changer mon poste de travail à l'endroit où le patron veut que je sois aujourd'hui. Parfois, il aime prétendre que je suis une secrétaire et me casse dans son bureau.
Parfois, il pense que je suis un technicien et me place à un poste sans ordinateur. Enfin bon, les données sont éphémères. Quoi qu'il en soit, les choses ont été tendues ces derniers temps. J'ai transféré la quasi-totalité de mon travail vers le numérique, et le patron pense que cela signifie que je ne travaille plus. Évidemment, un employé de bureau qui n'a pas de tas de papier est un employé de bureau qui n'a pas assez de travail. Il n'avait pas tout à fait tort. J'avais automatisé des choses et je faisais le travail d'environ 6 personnes. Comment puis-je faire le travail de 6 personnes sans que le patron le sache? C'est facile. Il aime gérer les choses à sa guise. Un jour, il a licencié une personne chargée de l'entretien et a simplement intégré les tâches au poste de réceptionniste, de chauffeur et de technicien. Un jour, il a décidé que l'équipe des ventes pouvait s'occuper du marketing. Il est certain que l'achat d'un seul appareil photo de 2000 $ coûte moins cher que de faire appel à un professionnel pour les photos chaque semaine. De plus, les campagnes de pub maison sont à la mode, ce sera génial. Après 2 ans de remaniement, j'avais accumulé un assez grand nombre de tâches. Beaucoup d'entre elles sont fastidieuses. Et avec les bons outils, fabriqués par moi à la maison sur mon ordinateur portable personnel qui se trouve être capable de se connecter au réseau, un travail de 4 bonnes heures peut à présent être réalisé en environ 10 minutes de tri et d'analyse de données. Le moment est venu, nous savons tous qu'il arrive. L'un des costards m'a informé que le costard qui me payait estimait que la paie est gaspillée pour des crétins comme moi, et avait proposé au patron qu'une paire de réceptionnistes puisse faire le travail que je fais, pour moins cher. Il suffit d'embaucher des étudiants et de les faire travailler chacun 18 heures par semaine, et ce sera grandiose. Sachant cela, j'ai tout sauvegardé sur mon compte Google Drive personnel, mais je n'ai, bien sûr, rien supprimé de celui de l'entreprise. Comme je l'ai dit, l'État a un intérêt direct dans ces processus, et je savais au fond de moi qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'entreprise pour la tenue des dossiers. Je ne voulais pas avoir à payer pour cela dans 6 ans, alors j'ai gardé une copie. Je me suis dit que tout se passerait bien. On me convoque dans le grand bureau pour une réunion. Il y a trop de costards. Mon supérieur me regarde de travers. Ce n'est pas une surprise. Je m'assure soigneusement de cliquer sur « Se déconnecter de tous les emplacements » sur mon compte Google, et je range mon ordinateur portable dans ma voiture avant de monter à l'étage. La réunion commence avec le patron qui dit « Eh bien, mon petit ». Oui, il m'appelle mon petit. Comme je n'ai pas 60 ans, je suis manifestement un enfant. Eh bien, mon petit, je suis triste de te dire que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû t'embaucher. Tu es renvoyé. Eh bien, c'était brutal. Et impoli. Alors je me lève, je tends la main au-dessus de la table, et je me prépare à le remercier pour ces dernières années. Pas si vite. Assieds-toi, nous avons des choses à nous dire. Quoi? Je m'assois un instant, sous le coup d'un bref choc. L'adrénaline commence à monter, et le bout de mes doigts est froid. Le patron commence à me dire ce qu'il attend de moi. Contact, état des comptes, explication des écarts sur les comptes AR, documentation sur les intérêts de l'État. Tout ce que, en tant qu'employé compétent, j'aurais pu imprimer et poser son bureau en quelques instants. Mais j'ai accepté le fait qu'il a commencé la réunion en disant que j'étais viré. Là où je vis, chacun de nous peut mettre fin à la situation d'emploi pour n'importe quelle raison. Il m'a donc légalement licencié. Je lui oppose « Eh bien, patron, je ne me sens pas particulièrement à l'aise pour accéder à votre réseau, puisque je ne suis pas un employé. » Il a explosé. Pensez à Karen, une Karen millionnaire atteinte du syndrome du petit frère qui veut être John Wayne, mais qui ressemble un peu trop au gros cousin de Smokey l'ours pour obtenir le rôle. Son explosion a été violente. Il y avait de la salive partout. Je vous épargnerai les détails sur la façon dont il m'a traqué jusqu'à ma voiture et a exigé que les employés forment une barrière. Il m'a appelé plusieurs fois. Ils sont tombés sur la messagerie vocale pendant que je conduisais jusqu'à un hotspot Wi-Fi public. J'ai soigneusement retiré mon ordinateur portable de leur réseau. Je suis rentré chez moi et j'ai déballé mon déjeuner. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Il avait probablement une réceptionniste payée au salaire minimum pour appuyer sur le bouton « Recomposer ». J'ai fini par répondre à un appel de son téléphone portable. Il me fait quelques demandes, je lui propose avec beaucoup de désinvolture de venir travailler pour lui à un tarif 10 fois plus élevé que le mien. Il hurle encore. 1 heure plus tard, il frappe à ma porte. Je ne veux pas m'occuper de ça. Je sais qu'il a un pistolet chargé dans sa voiture. Encore une fois, un cow-boy. Et j'insiste sur le boy, un petit garçon. Les policiers l'escortent et j'envoie par mail une copie de mes images de sécurité au policier qui est intervenu. Il me remercie. L'entreprise n'est pas en faillite, bien sûr. Le patron est millionnaire et il a très prudemment perdu des dizaines de milliers de dollars par an en exploitant son entreprise.
Il a peut-être perdu un peu plus dans l'intervalle. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est de toucher mon chômage. Et comme vous ne le savez pas, j'ai été licencié quelques jours avant le début de la sélection des cours d'automne à l'université. Je décide donc de suivre quelques cours de maîtrise. J'ai mon bac depuis un certain temps, autant faire un peu plus d'études aux frais du patron. Les cours se déroulent bien et je passe le semestre du printemps en douceur, en puisant dans mes économies. Et comme vous ne le savez pas, la pandémie survient. Donc, la pandémie survient et mes prestations de chômage sont prolongées. Je suppose que je vais prendre des cours d'été. Et ces prestations prolongées étaient 3 fois plus élevées que le taux de chômage de base. Je suppose que je peux aussi prendre des cours d'automne. Et puis l'État prolonge la période de 3 mois à 2 fois le taux de base. J'ai marqué la date d'inscription de la session d'hiver sur mon calendrier. Le patron m'appelle ce matin. Je le remercie timidement de m'avoir licencié sans raison il y a un an, et je lui fais savoir que j'ai fini sur le tableau d'honneur le semestre dernier. Il me dit d'aller me faire cuire un œuf, qu'il m'a appelé pour accepter mon offre. Il m'embauchera à 5 fois mon tarif pour lui donner des informations. Je lui rappelle, le marché n'était-il pas 10 fois mon tarif ? Va te faire cuire un œuf, 5 fois, c'est trop, je n'ai besoin de toi que pour un après-midi. Eh bien, j'y réfléchis. Mes allocations chômage se terminent dans une semaine ou deux, alors je vais le faire. Je vais passer un contrat avec toi. Je veux 20 fois plus que ce que je gagnais. 40 heures minimum, payé à l'avance. Oh, et un cahier des charges écrit. Je ne fais que le travail dont tu dis avoir besoin pendant les négociations. Ah, mais va te faire cuire un œuf, je te donne 5 fois et une journée de travail, et c'est tout. Non, merci patron. Je dois retourner aux cours pour lesquels vous payez. Merci encore. Je raccroche. Il rappelle 1 heure plus tard. Quelques instants avant que je ne commence à écrire ces lignes en fait. C'est en fait sa fille, la contrôleuse de l'entreprise. Elle dit qu'elle a raisonné le patron. Il va m'embaucher à 20 fois mon tarif pour 40 heures de travail, la moitié payée d'avance. En fait, c'était 100% d'avance, pas la moitié. Très bien, elle commence à me dire ce qu'il faut faire. Il s'avère qu'ils sont en train d'échouer à un audit de l'État, ce qui est assez grave. Du genre, le patron n'est pas millionnaire si ce problème n'est pas résolu. Ils ont toutes les informations dont ils ont besoin, bien sûr. Elles sont sur le Google Drive de mon compte mail d'entreprise. Je ne vais pas leur dire ça. Une fois qu'il m'aura payé pour la moitié d'une année de travail, je me ferai un plaisir de passer l'heure qu'il faudra pour transférer toutes les données dont il a besoin sur une clé USB. Attendre jusqu'au lundi de la semaine prochaine, puis la remettre à sa réceptionniste. Vraiment, cet homme n'aurait pas pu être plus gentil. Il a déjà pris en charge le fait que j'aille à l'université à plein temps pendant plus d'1 an. Et il est sur le point de prendre en charge 2 autres semestres. Je devrais lui offrir un gâteau. Faudra penser effectivement à lui envoyer une lettre de remerciement ou une petite vidéo du jour où t'as ton diplôme. L'histoire suivante est postée par Army MP Sides. Quand j'étais en terminale, au lycée du Middle Tennessee, nous avions une zone fumeur pour les élèves. C'était en 1990. Alors oui, je suis vieux. Mes filles m'ont d'ailleurs demandé de poster cette histoire ici. Quoi qu'il en soit, j'étais un bon élève et j'avais une excellente réputation au sein du corps enseignant de cette école, d'environ 2000 élèves. Pendant les cours, je fais une course pour un professeur lorsque je passe devant la zone fumeur. C'est à l'extérieur, bien sûr, mais il est adossé à l'un des bâtiments et couvert d'un toit comme un abri de voiture. Il y a une grande poubelle en métal au milieu, et elle est en feu. Ce n'est pas un incendie violent, mais c'est quand même un incendie. Les flammes commencent à sortir de la poubelle et il y a beaucoup de fumée. Je décide que je n'ai pas besoin de déclencher l'alarme incendie, mais il est clair que je dois demander à un membre du personnel d'éteindre ce feu. Il n'y a personne dans les parages, alors je me dirige rapidement vers le bureau du proviseur. En entrant rapidement, je vois la secrétaire parler à un autre élève, alors je dis d'une voix forte « Madame Knight, il y a un... » C'est alors que le proviseur adjoint, dans le coin derrière Madame Knight, m'explique que nous attendons notre tour ici, et que je suis irrespectueux et bruyant, et que je dois rester là et attendre qu'on m'appelle. Et je suis resté là pendant que Madame Knight continuait à aider l'autre élève, tandis que monsieur le méchant proviseur adjoint me surveillait depuis le coin, comme un videur. Finalement, après quelques minutes, ce fut mon tour. Je me suis approché calmement du comptoir et j'ai dit « Madame Knight, la grande poubelle dans la zone fumeur est en feu. » Le proviseur adjoint a crié « Quoi ?» et est sorti de la pièce pendant que Madame Knight haletait. Je me suis retourné calmement et je suis retourné en classe. À votre avis, il s'est mis à penser quoi le proviseur adjoint quand Topi a dit qu'il y avait le feu ? Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.